Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la toute nouvelle fonctionnalité de Claude qui est la fonctionnalité Agent Teams. C'est une fonctionnalité qui est apparue avec le nouveau modèle de Claude qui est le modèle Opus 4.6 qui est apparu très récemment, il y a 3-4 jours je crois, et celle-ci va nous permettre, lorsqu'on discute avec Claude, de pouvoir créer des agents qui vont travailler en parallèle et pouvoir échanger entre eux. Donc c'est une fonctionnalité qui est très utile pour créer des gros projets, car en travaillant en parallèle, ça nous permet de gagner du temps par rapport à une fonctionnalité de sous-agent classique qui doit passer par chacune des étapes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir cette nouvelle fonctionnalité et comment vous pouvez l'utiliser pour créer des applications qui sont professionnelles très rapidement. Et je vais faire aussi quelques tests pour voir si cette fonctionnalité est utile pour créer des workflows complexe sur n8n. Allez, on perd pas de temps, on voit ça tout de suite. Alors avant d'aller un petit peu plus loin et de vous expliquer le concept d'Agent Teams, d'abord je vous parle un petit peu de Opus 4.6. Alors concrètement, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la même tarification que Opus 4.5. Donc déjà vous pouvez l'utiliser 100% sans hésiter si vous utilisez déjà Opus 4.5. Et pour faire simple, il y a deux choses à savoir sur Opus 4.6, c'est que dans un premier temps, il est meilleur pour tout ce qui est tâches complexes et il va bien décomposer ces tâches complexes en plein de sous-tâches, donc il est très utile notamment pour coder des grosses applications. Et deuxième point, c'est qu'il a un contexte qui est étendu, c'est en bêta, mais ouais, il a un contexte qui est étendu à 1 million de tokens, versus avant où il était à 200 000 tokens. Donc en fait, vous pouvez lui donner beaucoup plus d'informations à gérer, et donc il va être en capacité de pouvoir gérer ces informations-là, et de pouvoir les traiter. Et il y a aussi une autre fonctionnalité qui est apparue en plus de l'Agent Teams, c'est de pouvoir définir sa faculté de réflexion. Je vous montrerai ça juste après quand on sera sur Claude Code, mais en fait quand on choisit notre modèle, donc Opus 4.6, on peut choisir son niveau de réflexion, et plus ce niveau de réflexion est élevé, et plus il va consommer des tokens. Donc ça nous permet aussi à nous de pouvoir monitorer sa consommation de tokens, et donc de pouvoir l'adapter en fonction des projets qu'on veut lui donner. Donc pour revenir sur ce schéma, je vous ai fait une petite présentation de ce qu'est l'Agent Teams par rapport à ce qui existait au préalable, qui est donc la méthode des sub-agents. Donc cette méthode des sub-agents, juste ici, en quoi elle consistait, donc ça vous l'utilisez sûrement déjà. Quand vous discutiez avec Claude Code, vous pouviez créer des sub-agents, donc des sub-agents qui avaient déjà un prompt prédéfini, et en fait, Claude, en fonction de votre requête, pouvait discuter avec ce sub-agent, et ce sub-agent va travailler et ensuite remonter les informations auprès de Claude. Donc voilà, c'était du back and forth, donc c'était l'information qui était envoyée depuis Claude Code jusqu'à cet agent travaille, et ensuite il rend l'information directement à Claude Code, et donc à vous. Le problème de ça, c'est qu'on ne gagne pas du temps, chacun des agents travaillait de manière individuelle, mais pas en même temps, donc c'était vraiment quelque chose de très linéaire, et voilà, il fallait attendre que tous les agents aient été exécutés un par un pour pouvoir avoir un résultat final, et ils partageaient aussi la même instance de Claude. Donc l'avantage de ça, c'est que ça coûte moins cher en termes de tokens, et c'est très utile pour tout ce qui est petit workflow, petite automatisation, avec utilisation d'un agent qui est dédié et spécialisé. Mais le problème de ça, c'est si vous voulez créer vraiment une grosse automatisation, et là ça peut être très très long, et les agents ne discutent pas entre eux. Maintenant, ce qu'on peut faire avec la méthode des Agent Teams qui est juste ici, c'est qu'en fait, lorsque vous discutez avec Claude, donc il faut que ce soit Opus 4.6 bien sûr, vous allez pouvoir demander à Claude de créer une équipe qui résout votre besoin. Donc lui-même, il va décider quel type de membres créer dans votre équipe pour qu'ils soient bien complémentaires les uns avec les autres. Et en gros, ça se présente de la façon suivante. L'équipe sera toujours quasiment constituée d'un team leader. Ce team leader c'est un orchestrateur globalement, il s'occupe de créer l'équipe, d'assigner les tâches et de synthétiser les résultats. Et donc il va générer des tâches, et ces tâches pourront être prises ou attribuées directement à nos petits teammates juste ici. Donc ces teammates-là, par exemple, si on veut créer une app, on a le front-end développeur, le back-end développeur, et ici, si on veut ranker par exemple notre site internet sur, sur ChatGPT, sur Google tout simplement, on a un SEO expert qui va s'assurer de vérifier que les contenus des articles présents sur le site est cohérent en termes de SEO. Donc là, c'est juste un exemple que j'ai fait. Et en fait, la différence aussi ici, c'est qu'on a le team leader qui va pouvoir attribuer les tâches et les monitorer, et aussi on a chacun de nos petits teammates qui vont pouvoir échanger entre eux. Donc si par exemple il y a le teammate 1 qui travaille sur une feature et il se rend compte qu'il bug un moment sur quelque chose, et il peut interroger le back-end développeur pour savoir comment lui il a construit son back-end pour pouvoir l'adapter du coup au front-end. Voilà. Donc en gros ils peuvent échanger un petit peu les uns avec les autres. Et voilà, à la fin, ça permet du coup d'avoir vraiment, comme si on avait une équipe de développeurs avec nous, avoir un résultat qui est vraiment professionnel. Et dans tous les cas, je vais vous montrer ça avec une petite démo que j'ai fait au préalable. Mais voilà, globalement, c'est ce qu'il faut que vous reteniez avec cet Agent Teams. Donc ça fonctionne avec Opus 4.6, et ça va créer vraiment une équipe qui échange entre elles, qui partage des informations,
et qui peut travailler aussi surtout en asynchrone. Et le fait de pouvoir travailler en asynchrone, ça vous permet de gagner du temps parce qu'il y a plusieurs teammates qui vont travailler en parallèle avec des instances de Claude Code qui sont individuelles, contrairement du coup à ce qu'on avait avant. Et le fait que du coup que ces instances soient individuelles, ça permet vraiment d'avoir pour chacun leur propre fenêtre de contexte. Et donc c'est super intéressant, encore une fois, pour les gros projets. Donc là, dans un premier temps, je vais vous montrer comment installer Agent Teams. Donc je me retrouve sur mon éditeur de code, ici Visual Studio Code. Vous allez directement sur votre fenêtre de chat Claude Code juste ici. Et dans un premier temps, on va s'assurer que votre Claude Code est à jour. Donc là, j'ai mon terminal, et ce que vous pouvez faire ici, c'est Claude, et vous tapez Update. Donc là, ça va checker s'il y a une mise à jour directement, et ça va le mettre à jour. Donc là, j'ai la version 2.1.37 et ça va checker s'il y en a une dernière. Et s'il y en a une dernière, ça va le mettre à jour. Donc là, dans mon cas, pas besoin, c'est à jour. Mais au moins pour vous, comme ça, vous êtes certain. Ensuite, pour activer la fonctionnalité, il faut que vous alliez dans votre dossier .claude et vous allez dans la partie settings.json et que vous mettiez dans la variable environnement, du coup, cette variable-là. Ça, tout simplement, vous pouvez très bien demander à Claude Code de le faire lui-même. Donc pour ça, je me rends directement dans la documentation de Claude Code qui parle de la partie Agent Teams. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien en description. Et là, quand on descend un petit peu, on voit que pour activer Agent Teams, voilà, il faut rentrer cette information-là que j'ai repris du coup dans ma présentation. Et en fait, vous pouvez juste lui donner ça. Ensuite, quand vous êtes ici, vous activez Claude. Voilà, oui, j'ai confiance en ce dossier. Je lui dis ensuite, peux-tu activer la fonctionnalité Agent Teams? Et voici la documentation. Je lui mets le lien de la documentation Claude, j'appuie sur Entrée, et il va me l'installer. Et une fois que c'est fait, globalement, vous êtes setup, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Agent Teams. Et donc, à partir de ce moment-là, dès que Claude va identifier dans votre requête que c'est plutôt complexe et qu'il aurait besoin, du coup, potentiellement de créer une team, et bien dans ces cas-là, il va créer la team pour vous. Hop, top, je serai tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne, et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Alors, je vais vous présenter une itération que j'ai fait pour tester donc l'Agent Teams. Donc je la refais pas ici parce que ça consomme pas mal de tokens, ce qu'il faut garder en tête, vu qu'on va avoir plein de petits sous-agents qui vont travailler pour nous. Alors en gros, tout simplement, ce que je lui ai dit, c'est de me générer un prompt pour pouvoir créer une app, un habit tracker, donc un tracker d'habitude. Et ici, je lui ai dit, je veux créer une app, voici le prompt. Et donc là, je lui ai donné l'idée de l'app, donc le nom. Donc c'est un dashboard pour traquer ses habitudes. Donc là, c'est une app web de suivi d'habitude avec un dashboard, graphique, de progression et API backend. Donc c'est encore une création assez complexe, parce que c'est pas juste du coup un front, on a vraiment un backend avec une API, etc. Ici, je vais proposer d'utiliser une certaine stack d'outils et je vais proposer de créer une équipe de 4 teammates avec du backend, du front-end et du test et de l'itération pour vérifier que les features mises en place fonctionnent bien. Et je précise bien sûr au niveau du team leader de ne pas coder lui-même, utiliser le mode delegate pour déléguer les tâches aux différents teammates. Et en gros, son rôle est d'orchestrer cette création d'application pour que ça se passe le mieux possible. Donc à partir de ça, il a créé les 4 agents, on peut voir ici. Donc le développeur back-end, le front-end shell et features et le test QA. Et à partir de ça, il a lancé du coup l'équipe. Dans un premier temps, il a lancé le back-end et le front-end shell. Et pour les deux autres, donc là, les features de front-end et le QA, il les a fait attendre parce que dans un premier temps, ici, c'est majoritairement de l'UX. Et là, c'est pour tester les features mises en place. Donc c'est normal qu'elles attendent que les 2 premiers aient terminé. Donc il a aussi une logique de réflexion par rapport à ça. Quel agent doit faire quoi et à quel moment. Et à partir de ça, les 2 premiers agents ont été lancés en même temps et ils travaillaient simultanément sur leur propre instance. À partir de ce moment-là, il a une feature intéressante, c'est qu'on peut aussi échanger avec les différents agents pendant qu'ils travaillent. Donc là, on peut décider, je crois que c'est avec la touche du coup Shift et la flèche du haut et flèche du bas, on peut discuter, on peut sélectionner l'agent qu'on veut et discuter avec lui. Et ensuite, à partir du moment où les 2 premiers teammates ont terminé, il y a les 2 suivants qui sont lancés du coup. Il y en a un qui a créé les features front-end pendant que l'autre testait voilà, les features qui ont été développées par le back-end et le front-end shell. On peut voir ici que la partie test a effectué du coup les tests en question pour vérifier que les features créées fonctionnent bien. Et ensuite, il a attendu que la partie front-end, les features front-end aient été terminées pour pouvoir travailler sur ces features-là et les vérifier. Une fois que lui, il a tout vérifié, ils ont remonté les informations au niveau de l'agent orchestrateur et ensuite, cet agent orchestrateur m'a fait un rapport de ce qui a été créé, voilà, juste ici. Et voilà, il m'a donné toutes les informations pour pouvoir voilà, utiliser cette application. Donc là, je lui dis, peux-tu m'activer l'application dans un navigateur pour que je puisse la tester? J'appuie sur Entrée. Donc là, il me demande d'ouvrir la page localhost. Je lui dis oui. Et voilà, j'ai mon application qui apparaît juste ici. Donc là, je vais la mettre en plein écran, ce sera plus simple. Voilà. Et donc voilà, j'ai mon application donc de tracker d'habitude qui est générée juste ici. On peut voir ici que j'ai une partie dashboard en haut à gauche et j'ai une partie habits juste ici. Donc là, j'avais déjà créé 2 habitudes. Donc là, je peux dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai lu pendant 30 minutes, je coche. Et là, j'ai couru pendant 1 heure. Gros mytho, pas du tout, mais voilà, je dis oui.
hop, on peut voir que ça coche. Il y a une petite animation quand on clique, etc. Sympa. Quand je passe directement sur les habitudes, il y a une petite surbrillance qui apparaît, et un petit bump, on va dire. Donc la partie front-end est très sympa en tout cas. Si je clique sur l'habitude lire 30 minutes, on peut voir qu'il y a même une streak qui est apparue, donc une série. Là, j'ai lu pendant 2 jours de suite, c'est parfait. Ce que je peux faire, c'est que je peux voir aussi, je peux traquer les 30 derniers jours, si ça a bien été respecté. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même peut-être améliorer ça pour ajouter vraiment les jours avec un calendrier, par exemple, et même se connecter avec un Google Calendar, je ne sais pas. Ici, je peux éditer mon habitude, donc je peux modifier le nom, je peux modifier la description, modifier l'icône, la couleur aussi, donc c'est très sympa, je peux refermer. Ici, on peut créer une nouvelle habitude, donc là, par exemple, ça va être, qu'est-ce que c'est en ce moment, j'apprends le coréen sur Duolingo, donc là, c'est par exemple Duolingo 5 minutes, voilà, 5 minutes par jour. Description, apprendre le coréen. Parfait. Ici, on peut mettre quoi comme logo? On peut mettre ça en mode tâche, parfait. Et en couleur, on va mettre la couleur verte de Duolingo. Parfait. Créer. Et donc là, il y a bien notre habitude qui apparaît. Donc là, je dis que je l'ai fait, hop, il y a la couleur verte aussi qui apparaît sur le check. Et si je check maintenant mon dashboard, juste ici, on peut voir donc le dashboard qui a été update en temps réel. Donc là, on peut voir que le 8 février, j'ai fait mes 3 missions. Et mes habitudes du jour sont bien cochées juste ici. Si je décoche mon habitude là, je vais sur mon dashboard, on peut voir qu'ici, je suis à 2, et là, bien sûr, je dois la faire. Et d'ailleurs, je peux la cocher juste ici aussi. Et par contre, voilà, ça n'update pas en temps réel, donc ça, c'est un peu dommage. Il faut que je fasse ça et ça, ouais. Il faut que je recharge la page, en gros, pour que ça update. En gros, il y a des petites choses à améliorer, mais on peut dire que le travail est plutôt clean juste ici. Bon, là, pareil, il faudrait que je teste aussi l'API, mais pour ça, il faudrait que je rajoute une partie paramètres. Donc là, en fait, maintenant, il ne nous reste plus qu'à échanger en fait, avec notre équipe d'agents pour pouvoir créer une app comme cela. On peut voir que franchement, ça a pris 4 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc là, si je retourne sur la partie code, voilà, je suis sur la partie code juste ici, et si je remonte un peu, voilà. Donc il a réfléchi pendant 4 minutes 50. En 4 minutes 50, il m'a créé une app avec un front-end qui est plutôt quali, et le back-end, il y a aussi une API. Ça va franchement très très vite. En comparaison, quand j'avais fait le test pour créer ce genre d'application, mais avec un seul agent, donc l'ancienne version, ça avait pris dans les 7-8 minutes, donc presque 2 fois plus de temps, et il n'y avait pas autant de features, c'était pas aussi clean que ça, il y avait beaucoup de bugs. Donc là, on peut voir que vraiment les features initiales sont vraiment très clean. Quand j'ajoute une habitude, elle s'ajoute bien au dashboard, elle est bien cochée, et bien sûr l'information elle est retenue sur le temps, donc c'est pas juste quelque chose que je coche et quand je recharge la page, c'est décoché. Donc il y a une persistance de l'information dans l'application, et donc c'est franchement plutôt clean. Donc si aujourd'hui vous voulez créer un SaaS rapidement, je vous conseille d'utiliser cette méthode-là, car elle est vraiment optimisée justement pour le développement d'applications, et pour pouvoir déjà soumettre une V1 à des potentiels clients. Bien sûr, il faut garder en tête le fait qu'il faut contrôler ce que font les agents, et aussi vérifier tout ce qui se passe au niveau RGPD et sécurité. Maintenant, je vais faire un test avec vous, c'est pouvoir créer des workflows N8N complexes en utilisant ces fonctionnalités Agent Teams. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais au vu de ce qu'on peut faire en termes de parallélisation des tâches, je pense que ça peut être intéressant d'utiliser cette fonctionnalité-là pour des gros workflows N8N, parce qu'une grosse partie de la réflexion quand on crée des flows vient du fait de trouver les bons modules à utiliser et de comprendre l'architecture du process avant de le mettre en place. Donc en fait, on peut faire travailler des petits agents en parallèle qui sont chacun experts dans leur domaine, les faire travailler en parallèle, ensuite ils cogitent et ils se mettent d'accord pour un plan pour créer le workflow. Donc je pense que ça peut être intéressant et on va tester ça tout de suite. Pour ça, j'ai créé un skill N8N. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un skill, je vous invite à checker ma précédente vidéo qui en parle juste ici. Et c'est un skill qui va permettre à Claude de comprendre comment créer une équipe d'agents experts sur N8N pour pouvoir créer des workflows complexes. Donc là, c'est le skill que j'ai créé. Dans tous les cas, je vous le mettrai dans mes templates pour que vous puissiez l'utiliser. On va donc essayer de se créer un workflow N8N assez complexe pour voir un petit peu ce que donne cette équipe d'agents justement. Pour utiliser ces fonctionnalités, je vous conseille de passer, notamment si vous êtes sur Visual Studio Code, je vous conseille de passer plutôt par le terminal, car j'ai déjà essayé avec le plugin, donc l'extension Claude Code, directement sur Visual Studio Code. Donc vous savez, c'est l'extension qui est juste ici, là, celle-là. Et malheureusement, j'arrivais pas à jongler d'un agent à un autre. Et je pense que l'interface n'est pas encore optimisée. Donc peut-être que je me trompe. Et vous me le direz dans ces cas-là en commentaire. Mais voilà, je préconise de passer par, pour le coup, le Claude Code terminal. Et puis voilà, tout simplement, donc on est parti. Donc pour ça, on va lancer Claude. Donc là, on peut voir que Opus est sélectionné. Si vous l'avez pas, vous pouvez faire /modèle normalement. Voilà. Ici, on peut sélectionner Opus
sonnet ou haïku. Et on peut voir aussi que tout en bas, on a écrit low effort et on peut utiliser les flèches pour ajuster. Et là, je peux passer de low à medium et de medium à high si je veux. Et l'avantage ici, c'est qu'on peut définir la capacité de réflexion de notre modèle, donc de notre opus, et plus il va réfléchir fort et intensément, et plus dans ces cas, la consommation de tokens va être importante, et donc vos coûts. Moi, ce que je conseille, c'est d'être en low pour l'instant, du moins pour du test. Et après, voilà, si vous êtes vraiment sur du gros dev, sur une application, etc., et que vous avez vraiment besoin d'avoir une grosse capacité de réflexion, eh bien, vous passez en high. Donc là, on va rester en low, j'appuie sur entrée et c'est setup. Et maintenant, je vais pouvoir énoncer directement mon prompt pour créer le workflow N8N à Claude et on va voir ce qui va se passer. Donc là, au préalable, n'oubliez pas, j'ai créé un skill et ce skill qui permet à Claude d'estimer s'il y a besoin d'utiliser pour cela une équipe. Et on est parti. Donc je vais dire ça à Claude. Hello Claude, est-ce que tu peux me créer du coup un workflow N8N d'acquisition de leads. L'objectif de ce flow est de récupérer des leads provenant de 3 sources différentes. La première est une recherche Google Maps. Google Maps, une recherche de leads, particulièrement dans la finance sur Paris. Ensuite, une autre source serait du coup les leads provenant de mes posts LinkedIn, plus précisément les leads qui commentent tous mes posts. Donc pour ça, il faudrait scraper mes posts LinkedIn et récupérer les personnes qui commentent pour pouvoir analyser leur profil et donc potentiellement scraper leur profil LinkedIn aussi. Et ensuite, la dernière source serait du coup de récupérer des listes de leads provenant de mon compte Apollo, donc apollo.io, qui est un outil qui permet de récupérer des listes de leads potentiellement enrichis ou pas. Et ensuite, une fois que tu as récupéré ces 3 sources de leads, l'objectif est de les enrichir avec un numéro de téléphone, un email et aussi une analyse de leur business et de comment moi, en tant qu'agence d'automatisation et d'IA, je pourrais les aider. Quels sont leurs pain points et quelle est leur urgence dans leur recherche de solutions, du coup d'automatisation et d'IA. Et enfin, une fois que tu les as enrichis, je veux que tu leur attribues un score de qualification en fonction de certains critères ICP par rapport à mon entreprise. Et si le scoring est assez élevé, dans ces cas-là, ils sont catégorisés en tant que lead show et tu peux leur préparer un brouillon d'email à leur envoyer, à leur adresse mail. Et ensuite, tu peux m'envoyer un message sur Slack pour me tenir informé du coup du nombre de leads qui ont été identifiés. Et enfin, tu peux les ajouter à mon CRM qui est HubSpot et tu les ajoutes en tant que catégorie lead show avec toutes les informations d'email, de pain point, de numéro de téléphone, first name, last name. Donc là, voilà, je lui ai soumis toutes les informations à Claude. Donc là, je peux désormais cliquer sur entrée et on voit ce qui se passe. Donc là, théoriquement, si tout va bien, il va faire appel au skill en question pour pouvoir créer la team, donc la team d'agents. Donc là, en effet, on peut voir qu'il discute avec le skill donc de Workflow Builder Team. Donc c'est le skill que j'ai créé pour pouvoir créer des agents pour N8N. Donc là, il teste le statut du MCP de N8N pour voir si la connexion est bonne. Donc là, je lui dis oui, tu peux checker. Donc là, il me retourne une connexion qui est bonne. Et donc, du coup, il utilise le skill de mon profil pour pouvoir identifier les ICP, donc les Ideal Customer Profile, donc les profils de clients potentiels pour mon entreprise. Et là, voilà, il crée l'équipe de construction du workflow. Et dans ce cas-là, ce qu'il fait dans un premier temps, comme toujours, c'est créer une checklist des différentes missions à accomplir. Et il crée même des dépendances. Là, typiquement, ne pas commencer à construire le workflow tant que le 1 et 2 n'ont pas été faits. C'est-à-dire designer l'architecture et rechercher les modules N8N. Et pareil, valider et finaliser le workflow, ça c'est fait uniquement quand la 3 est terminée. Donc là, il va récupérer tous les modules potentiellement intéressants. Et là, encore une fois, du coup, c'est une question ouverte que je pose. Je ne sais pas encore si c'est intéressant d'utiliser donc les équipes pour créer des workflows N8N. Parce que là, on peut voir qu'il y a du coup l'architecte et le researcher qui travaillent en même temps. Donc il y en a un qui cherche les modules et un qui design l'architecture. Mais du coup, est-ce qu'ils entrent pas en compétition un peu trop rapidement, du coup, les deux? Je ne sais pas pour le coup. Est-ce que celui qui design l'architecture prend en compte bien les modules du researcher? Et est-ce que ça nous fait vraiment gagner du temps ou pas? Donc là, apparemment, tous les modules ont été identifiés par le researcher. Et donc là, il y a l'architecte qui crée le workflow. Là, on peut voir que au final, les deux ont travaillé un petit peu en même temps. Donc est-ce que ça fait gagner un peu de temps? Je ne sais pas. Là, sachant que je peux utiliser Shift plus les flèches, voilà, pour échanger avec l'un ou l'autre si j'ai envie. Et là, je peux avoir un petit résumé de ce qui se passe. Le researcher a terminé ses recherches, envoyé ses résultats à l'architecte. L'architecte devrait maintenant commencer à construire le workflow. Hop, donc là, on peut voir un petit peu tous les échanges qui se passent entre eux. C'est assez intéressant, ouais. Et donc, du coup, en cliquant sur Shift plus les flèches, je peux accéder à l'un ou l'autre des agents. Donc là, on peut le voir juste ici. Je fais Shift plus les flèches, hop.
Et si je veux, je peux discuter avec l'un ou l'autre pendant qu'ils sont en train de construire ou qu'ils sont en train d'attendre pour envoyer des informations ou quoi. Et après, si je veux cacher, j'appuie sur Hide. Voilà. Donc là, on peut voir que pour l'instant, il n'y a que l'architecte qui travaille. D'ailleurs aussi, pendant qu'il travaille, on peut cliquer sur CTRL-T pour afficher toutes les tâches en cours. Là, on peut voir ici qu'il y a la recherche des notes qui a été faite, que l'architecture a été effectuée, et que là, maintenant, on en a l'étape de construire le workflow. Donc ça y est, le workflow N8N a fini d'être construit. Et maintenant, il va être normalement validé par le validateur. Voilà, encore une fois, il y a eu peu de moments où les deux agents, donc le researcher et l'architecte, ont travaillé ensemble. Il y a eu un petit moment, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc je suis pas sûr de la pertinence de cette équipe d'agents pour du moins créer des workflows N8N, parce que c'est vrai qu'au final, c'est un process qui est vachement linéaire. Donc à voir ce que va donner le résultat à la fin. Mais je pense qu'on peut l'avoir avec un sub-agent classique. Donc là, l'architecte a ensuite envoyé les informations comme quoi le workflow était fini auprès de l'agent qui valide du coup. Ensuite, il s'occupe de clean l'équipe, donc supprimer les agents, supprimer les fichiers, etc. On n'est pas obligé de le faire, on peut très bien lui dire dans le prompt de garder l'équipe. Après voilà, si on veut pouvoir continuer à travailler dessus dans le futur, donc si vous créez une app par exemple, ne supprimez pas vos agents directement. Mais là pour mon cas, ça me va très bien de les supprimer, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de les conserver. Et donc là je peux tester du coup mon workflow directement, donc je vais cliquer dessus et voir ce qui se passe. Bon alors là je check mon workflow N8N, et comme vous pouvez le voir ici, c'est un bug que j'ai assez souvent. En gros c'est au lieu de mettre le HTTP request, enfin il me le met avec un bug de version. Donc là, dans ces cas-là, il faut juste lui demander d'update la version du module HTTP request. Je lui ai demandé et je reload la page. Hop, et c'est bon, il me l'a corrigé. Donc là, maintenant, on va checker un petit peu et voir si ce qu'il a fait est bon. Déjà, je me rends compte qu'il n'y a pas les modules notes qu'il y avait comme auparavant dans la vidéo précédente sur le MCP de N8N. Et donc, c'est un petit peu dommage, vu que là, on a utilisé une équipe quand même pour pouvoir construire ce workflow. Je sens qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'avantages par rapport à ce qu'on a fait avant. Enfin bref, on va voir. Alors, de ce que je vois, j'ai checké un petit peu le workflow. Je suis pas très content. Je pense que c'était pas la meilleure idée d'utiliser la fonctionnalité Agent Teams pour créer des workflows N8N, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a le contexte est un peu éparpillé, où les recherches ne sont pas très bonnes potentiellement. Là, on peut voir par exemple pour la recherche Google Maps, déjà je l'avais dit pour des entreprises dans la finance sur Paris, il n'a pas mis de body, voilà, donc on n'a pas les informations du body ici. Après la recherche SRPPI, ok c'est bon, mais voilà c'est léger en termes d'informations. Et ensuite, bon après il met les informations en forme, donc ça va. Ce qui est bon en fait dans la structure, c'est que là à chaque fois il va mettre les informations en forme avec un module de code, donc ça c'est cool. Par contre, pour tout ce qui est HTTP request, donc là Google Maps c'était pas bon. Ici pour rechercher les commentaires LinkedIn et utiliser un outil, mais cet outil il est plus existant. Bon, grosse erreur de sa part, trouve un autre moyen mais pas celui-là. Ensuite pour la HTTP request, donc concernant des leads Apollo, donc là pour le coup c'était bon. Voilà, donc il est bien retenu dans la finance et sur Paris, donc il n'y a pas eu d'erreur pour celui-là. Ensuite, concernant le merging ici, là pareil, pour moi ce n'est pas bon de passer par ça. On préfère utiliser un Do Nothing Node, voilà, ce petit module juste ici, comme ça, et on le connecte directement. Et donc ça permet de merger sans avoir besoin d'utiliser ce genre de module. Ensuite, si les informations du contact manquent, il veut enrichir avec Hunter.io, donc c'est pour l'email, numéro de téléphone. Donc le module, ok, donc ça c'est un bon outil. Par contre, là pareil, il n'a pas rempli non plus le body, donc il nous reste tout le travail à faire. Et ensuite pour le système de scoring, donc là c'était plutôt ok. En gros il fait une recherche concernant le business. Après il y a aussi un point qui était manquant, c'est que je lui ai demandé d'enrichir les informations du profil du prospect avec les informations de son business et ses pain points, etc. Et bah, il l'a pas fait. Il l'a pas fait, et ensuite il fait directement le scoring sans l'avoir fait. Donc voilà, il manque des infos, et là ensuite, là il rédige un email, mais c'est un email qui est constant. Moi je veux que ce soit un email qui soit rédigé par l'IA pour qu'il soit constamment différent et personnalisé. Bon après ça je ne l'avais pas dit pour le coup, notification Slack, ça c'est ok. Et ensuite, créer un contact sur HubSpot, ça c'était bon. Ça y a pas trop de problème aussi. Et ça, j'avoue, le store for nurturing, je sais pas à quoi ça sert, dans le sens où c'est pas connecté à un outil, donc on n'aura pas besoin de ce module de code. Pourquoi pas, il a fait du bonus, je lui ai pas demandé. Ouais, globalement, il y a beaucoup à revoir. Je sais pas si c'est du coup l'équipe d'agents qui a moins bien travaillé qu'un agent solo, même si je suspecte que c'est peut-être le cas. Je pense que c'est peut-être mieux de confier du coup la création de workflow N8N à un agent solo, ce qui était en soi potentiellement prévisible. Je sais pas si vous avez testé de votre côté, mais voilà, globalement c'est un petit peu le retour que je peux faire dessus sur cette équipe d'agents. Pour créer une application, c'est incroyable, ça m'a fait vraiment une app hyper rapidement. Ils ont travaillé les différents développeurs en parallèle et c'était super efficace.
Donc si vous avez une idée de SaaS, de business ou quoi, utilisez-le, vraiment ça marche très très bien et vous pouvez échanger au fur et à mesure qu'ils sont en train de construire avec les différents agents pour pouvoir leur apporter du coup des suggestions ou pouvoir avoir des réponses à vos questions. Pour des workflows à N8N, restez bien du coup sur un modèle classique de sub-agent. Dans tous les cas, vous n'avez pas besoin avec du N8N d'avoir de plusieurs agents qui travaillent en parallèle, vu que c'est globalement un système, linéaire. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette démo, de ce tuto. J'espère que cette vidéo t'aura appris des petites choses sur cette fonctionnalité Agent Teams qui vient de sortir. Si tu as d'autres infos et que tu as envie de les faire partager à la communauté, n'hésite pas à les dire en commentaire. Comme ça on pourra tous s'informer et se booster tous ensemble. D'ailleurs par rapport à ça, je vais bientôt créer une communauté gratuite dans laquelle on va pouvoir échanger tous ensemble et dans laquelle je mettrai tous les templates et des cours concernant N8N et l'automatisation et l'IA. Je vous partage ça très bientôt sur les réseaux et maintenant sur ce je te dis à la prochaine.